Et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence grand public de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, merci à tous celles et ceux qui sont présents dans la salle et à ceux aussi qui nous rejoignent en ligne. Mon nom est Denis Roy, je suis le doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et je vais être très content, très ravi d'animer cette conférence sous l'innovation et la recherche agile en transformation alimentaire. On a des invités de marque, le directeur général du Centre de développement et de bioalimentaire du Québec, M. Yves Fournier, est présent, ainsi que j'irai à vous le présenter, notre conférencier, M. Vincent Banville. Donc, c'est la cellule d'innovation est derrière cette organisation. Donc, c'est une cellule qui est le fruit de notre alliance entre le CDBQ et la Faculté des sciences de l'agriculture, qui s'engage à résoudre les défis du secteur alimentaire. En rassemblant nos compétences, nos équipements et infrastructures, cette cellule dynamique stimulera des projets concrets de formation, de recherche et d'innovation. Cette synergie contribuera au développement durable du secteur bioalimentaire au Québec en favorisant la collaboration entre professionnels, organisations et entreprises. Pour renforcer la confiance et la collaboration entre le monde de la recherche, de l'innovation et de l'industrie, nous devons développer et déployer ensemble des stratégies ciblées pour établir des canaux de communication clairs qui favorisera la recherche, la compréhension mutuelle. Il faut aussi encourager des projets de recherche conjoints qui permettront de créer des opportunités d'échange de connaissances. La cellule d'innovation facilitera le partage des connaissances dans différents domaines comme la recherche, l'innovation et la formation continue. En favorisant la participation croisée lors d'événements comme celui-ci, nous encourageons une culture de collaboration et d'innovation, créant ainsi un environnement propice au progrès et au développement du secteur au Québec. Donc, j'ai terminé mon mot et je passe maintenant à notre conférencier de marque, M. Vincent Banville, directeur scientifique et partenariat stratégique au CQBV. Il est titulaire d'un doctorat en sciences et technologies des aliments de la faculté, donc un digne représentant de nos diplômés. Il nous partagera son expertise et sa vision inspirante et agile de l'innovation et de la recherche. Vincent, parole. Alors, bonjour à tous. Merci, Monsieur le doyen. Effectivement, ça fait un peu drôle, là. La dernière fois que j'ai présenté dans cette salle-ci, c'était pour vous parler de fromage fondu, au doctorat. Et maintenant, je vous parle d'innovation, de recherche agile. Probablement, plusieurs d'entre vous, lorsque vous pensez à agile, vous pensez à lean management avec les certifications ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture verte. Ben moi, je suis ceinture noire, mais en taekwondo. Donc, pas du tout la même approche. Donc, ceux qui pensaient avoir vraiment là, une présentation très théorique sur ces concepts-là, ce n'est pas le cas. En fait, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est des réflexions avec des lectures, mais aussi qui ont été nourries par mes diverses expériences dans des milieux de recherche très différents, académiques, dans des milieux académiques, de la recherche plus professionnelle, dans les très grandes entreprises, mais aussi avec des startups en contexte d'innovation ouverte et maintenant au CDBQ dans un centre d'innovation de recherche appliquée. Donc, l'objectif principal, c'est de partager ces réflexions-là, mais aussi qu'on favorise cette discussion-là. Comment rendre nos organisations plus agiles et donc la recherche plus agile au Québec? Donc, j'aimerais que vous me suiviez dans ce parcours-là. Je vais d'abord vous présenter quelques constats sur notre écosystème de recherche au Québec qui va mener à des raisons pour être plus agile. Je l'espère, je vais vous convaincre. Puis, ben, j'aimerais vous présenter un exemple concret qu'on a réalisé, qu'on a mis en place au CDBQ. Il y en a plusieurs, mais un que je pense qui est bien parlant. Et puis, à la fin de la présentation, on va regarder ensemble, on va essayer de définir, de comprendre qu'est-ce qui nous attend pour la recherche dans le futur. Donc, on saute dans le vif du sujet, l'innovation, recherche et développement. Bien sûr, l'innovation, c'est un mot
extrêmement à la mode, parfois même galvaudé. Je veux juste mettre le contexte bien clair ici, c'est que l'innovation, c'est un processus. C'est un processus qui prend une idée et l'amène jusqu'à sa matérialisation. Dans le domaine agroalimentaire, c'est souvent un produit, un procédé, parfois un service. Donc, c'est ce processus-là qui est l'innovation. Une idée tout seul, une bonne idée, même si elle est bonne, c'est pas une innovation. Le Larousse même définit certaines étapes de ce processus-là, l'étude de marché, le développement de prototypes et les premières étapes de production. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs activités à l'intérieur de ce processus-là d'innovation. Puis, la plupart de nos organisations, ce qu'on fait, c'est des activités à l'intérieur. Si on essaie de subdiviser en grandes catégories l'innovation, ben, on peut le diviser en quatre grandes étapes. L'idéation, la recherche qui est souvent associée un peu plus fondamentale, la recherche de mécanismes, la compréhension de ces mécanismes-là, le développement qui cherche à prendre ces connaissances-là et le matérialiser justement dans un produit, et la commercialisation qui vise à rendre ce produit-là pertinent aux yeux des consommateurs. C'est des perceptions sur les rôles et responsabilités, mais on associe souvent le milieu académique avec les deux premières, l'idéation puis la recherche, puis l'industrie alimentaire comme responsable du développement et de la commercialisation dans le processus. Et on se rend compte, puis c'est bien documenté, que ces deux organisations-là, ces deux secteurs-là, en fait, ont des chaînes de valeur extrêmement différentes. La première, l'industrie alimentaire, ben, est drivée, si vous me permettez l'expression, par le marché. Donc, va avoir des préoccupations de rentabilité, d'augmenter ses parts de marché, mais aussi de satisfaire les consommateurs. De l'autre côté, le milieu académique, la valeur qu'il recherche, c'est le savoir. Donc, la diffusion, la publication, la formation des étudiants. Donc, c'est deux contextes complètement différents. On ne s'étonnera pas qu'il y ait quand même parfois, ça peut mener à des difficultés de communication, de compréhension. Et donc, il peut y avoir vraiment une dichotomie, une séparation, une scission dans le processus de recherche et développement. Bien sûr, ce n'est pas souhaitable. Je trouve ça un peu bizarre aussi parce que, dans le fond, si on regarde bien, le milieu académique puis alimentaire sont à la base de ce que j'appellerais les grandes forces créatrices d'innovation. Quelles sont-elles? Bien, la sphère du potentiel technologique, qu'est-ce qui est possible de faire? Et la sphère de la demande, qui est une autre force, les besoins du marché. Ces deux grandes forces, je vais faire une petite anecdote, il y a quelques années, j'avais à écrire une demande de financement, puis dans le formulaire, il me demandait est-ce que l'innovation est de type push ou de type pull? Push, là, de poussée technologique, ou est-ce que ça vient du marché? Bien, en fait, je me rappelle d'avoir trouvé cette question-là un peu bizarre parce que pour moi, c'est évident qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. Il faut qu'il y ait quelque chose, une entité qui va venir réunir ces deux grandes forces-là. Dans le cadre d'une entreprise, bien, ça peut être le département de marketing et le département de R&D, d'ingénierie, qui va devoir avoir une communication très étroite afin d'amarrer ces deux grandes forces-là et d'en faire une innovation qui est pertinente, qui a des chances de succès. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une entité qui vienne amarrer ça. Et ben, ça peut être une entreprise, ça peut être une université, mais ça peut être aussi une tierce partie. Par exemple, un exemple en Suisse où il y a cette entité-là, Future Food, qui va réunir, par exemple, une polytechnique, le TH à Zurich, et des très grandes entreprises suisses, Nestlé, Givaudan, puis Buehler. On a là un modèle qui vient permettre une plus grande fluidité dans le processus d'innovation.
C'est bien pour les grandes entreprises, vous voyez, c'est des entreprises qui sont très matures en termes de recherche et développement. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour les plus petites, moyennes entreprises? Et on sait, il y en a beaucoup au Québec. Eh bien, il faut qu'ils soient soutenus par un écosystème d'innovation, puis il est très riche au Québec. Je pense que on a des incubateurs, accélérateurs qui sont vraiment au début du processus, l'idéation, le soutien à l'entreprise. On a des organismes de mise en marché, mise en valorisation de la commercialisation aussi qui peuvent aider. Bien sûr, les organismes de formation, d'éducation, soit au niveau collégial, mais universitaire aussi. Puis un peu le corollaire au niveau de l'innovation, des centres d'innovation, de recherche et développement, qui sont plus ou moins spécialisés. Il y en a plusieurs. Et bien sûr, à la fin, tout le financement de ces beaux projets qu'on peut faire. Vous voyez qu'il y a vraiment un écosystème qui est très riche, mais dans les faits, parfois, c'est assez fractionné et il n'y a pas nécessairement de processus, justement, de bien établi. Ça peut être très normal, mais c'est un constat. En fait, on va faire des projets. C'est souvent des projets qu'on va initier dans chacune de nos organisations. Comment qu'on les fait, ces projets-là? Si on est bien réaliste, ben, on les fait comme on a toujours appris à les faire, c'est-à-dire, puis on est souvent des scientifiques, fait qu'on les raisonne très bien de la façon, l'approche en cascade, c'est-à-dire la méthode qui est super linéaire. On a une idée, on va planifier les essais, les expérimentations, on va les exécuter, puis après ça, ben, on va avoir le produit. On va avoir la solution. C'est une structure qui a vraiment ses mérites, il faut le dire, parce que ben, elle est très séquentielle. C'est d'ailleurs, même la NASA s'inspire de ça pour faire ses niveaux de maturité technologique où on avance là, une étape par étape. On finit un niveau de maturité, puis on avance à la prochaine. Donc, c'est très linéaire, très séquentiel. Les bienfaits de cette approche-là, ben, c'est qu'on connaît les étapes, elles sont claires. On voit l'objectif dès le départ. C'est-à-dire que dès l'idéation, on a une vision très claire de ce que le produit va être. Ce que ça permet, c'est que ça permet une bonne communication à l'équipe, à nos partenaires financiers, par exemple, ou nos partenaires privés. On est capable de leur dire qu'on va être capable d'arriver à la fin du projet avec ce beau produit-là ou ce résultat-là. Donc, ça apporte beaucoup de prévisibilité. C'est probablement ce qui est apprécié aussi par les organisations qui nous financent et nos partenaires. Mais le petit point négatif, ben, qui est quand même important, c'est que moi, je n'ai pas fait de grands projets dans ma vie où tout est allé comme sur des roulettes, puis jamais eu de problème. Et pourtant, c'est la force de cette approche-là, c'est qu'on ne doit pas revenir en arrière. Il faut planifier, il faut mettre beaucoup d'efforts sur la planification pour éviter de retourner en arrière. Et donc, puis entre vous puis moi, souvent, on néglige un peu la planification, on néglige de voir vraiment tout ce qui peut arriver dans un projet. Donc, on fait nos projets selon l'approche cascade, OK? Mais comme on est des entités un peu distinctes, bien, le processus d'innovation, c'est rare qu'on peut le faire de A à Z, de l'idéation jusqu'à la commercialisation. Donc, de façon très concrète, ce qui se passe, il peut y avoir différents scénarios, mais je vous en présente deux que j'ai observés assez souvent. C'est qu'il peut avoir, par exemple, un idéateur qui est un industriel, qui va avoir une bonne idée, puis qui va déléguer à plusieurs organisations certaines parties de son processus d'innovation, si on veut, pour arriver à ses fins. Chacune des organisations vont faire leur projet, souvent de façon assez en cascade, puis vont arriver avec des résultats qui, des fois, sont difficiles à mettre ensemble, comme des pièces dans un casse-tête. Un autre scénario pourrait être que l'idée émerge d'une recherche académique ou d'une recherche fondamentale. C'est une super bonne idée. Par contre, des fois, il peut y avoir une fracture dans le processus qui fait qu'il n'y a personne pour reprendre la bonne idée. Ou s'il y a des gens pour reprendre la bonne idée, ben, est-ce qu'elle va vraiment revenir aux chercheurs pour aller comprendre l'expertise puis aller creuser un peu plus loin?
je pense qu'on manque des choses parfois à ce niveau-là. Je pense que vous venez de comprendre un peu qu'il existe certaines limitations de la façon qu'on fonctionne pour l'instant, à mes yeux en tout cas. Je veux juste renforcer le clou encore plus en vous donnant deux autres raisons que je crois qu'il faut être plus agile, parce qu'on doit, puis parce qu'on peut. La première raison, c'est qu'on doit être plus agile face à la réalité de nos commettants. On ne fait jamais un projet seul. Il y a tout le temps un impact sur un environnement, puis il faut en être conscient. Et cette réalité-là change à vitesse grand V. Par exemple, pour les consommateurs, donc c'est les premiers acheteurs de notre solution qu'on va avoir d'innovation, bien, je ne vous ferai pas un cours sur les nouvelles générations et tout ça, là, mais je pense qu'on peut s'entendre que la nouveauté et leur nouvelle normalité sont bombardés de nouvelles choses tout le temps. Et donc, ils sont habitués à ça, sont habitués à l'instantanéité du moment. Et donc, il faut se renouveler vraiment. Et puis, la qualité de ce qui nous entoure augmente sans cesse. Donc, les consommateurs, vraiment, ont un souci de l'excellence. Ils attendent l'excellence de nous. Pour les entreprises, bien, c'est sûr que ça leur met une pression énorme sur leur capacité de réactivité et d'innovation. Ils doivent répondre à ce besoin des consommateurs-là. Donc, tout s'accélère vraiment rapidement. Et dans le contexte d'inflation qu'on vit présentement, bien, c'est sûr qu'ils ont une pression plus importante sur leurs coûts et ils vont se recentrer sur leur activité qui contrôle le mieux, leur activité principale. Donc, c'est ça qu'ils vont chercher à faire présentement. D'un autre côté, ils se font demander d'être bons dans des activités qui n'étaient pas vraiment, qui ne sont pas au centre de leurs activités. Par exemple, les fameux critères ESG, environnemental, social. Et donc, même pour avoir un prêt à la banque, certaines entreprises, là, il faut maintenant là, démontrer qu'on est proactif là-dedans. Et donc, ce que ça fait, c'est que les entreprises vont se tourner vers d'autres partenariats. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être positif. Je n'ai pas à vous convaincre que la main-d'œuvre qualifiée est un élément important et un défi important qui nous attend. Dans toute l'industrie, on a besoin dans nos entreprises, dans nos centres de recherche. Et bien sûr, il faut qu'elle passe par nos institutions d'enseignement collégiales et universitaires. Et qu'on se doit de se poser la question comment on peut rendre la profession dans l'alimentaire plus sexy, plus attrayante. Ben, déjà, en offrant plus d'autonomie à nos équipes, c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui veulent être capables d'avoir un impact en prenant des décisions en accord avec leurs valeurs. Ils veulent une diversité des tâches dans leurs emplois, probablement pour équivaloir un peu ce qu'ils vivent à l'extérieur, dans leur vie personnelle. Il faut que ça soit stimulant. Et puis, ils sont habitués de travailler de façon collaborative aussi et ouverte au travail. Donc, il faut être capable de leur donner cet environnement-là pour les attirer. Finalement, bien, les politiques publiques, en fait, ont un impact aussi sur le financement qu'on peut avoir pour nos projets d'innovation, bien sûr. Et ces politiques publiques-là, bien, on va le voir un peu plus tard, mais elles sont à la recherche de solutions plus performantes, plus durables. Ils vont supporter différents secteurs de l'innovation. Par exemple, l'intelligence artificielle qui est assez supportée ces temps-ci. Donc, il ne faut pas oublier que l'agriculture, l'alimentation est en quelque sorte en compétition avec ces sommes-là. Donc, il faut demeurer pertinent face aux politiques publiques et favoriser, bien sûr, l'intersectorialité et l'interdisciplinarité qui est souvent de plus en plus demandée. Donc, on doit s'adapter à ces nouvelles réalités-là quand on fait des nouveaux projets. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut. On a de l'influence. En tant qu'acteur d'un projet d'innovation, on a le pouvoir de changer les choses, mais dès le départ. On a beaucoup d'influence sur un processus d'innovation, beaucoup au début, dans la période d'idéation, de la création, et on perd beaucoup de cette influence-là en fonction du temps lorsqu'on avance dans le projet. J'ai lu dans un article que 80%
de l'impact environnemental de ce qu'on développe est fixé avant même qu'on rentre à l'étape de prototypage. C'est-à-dire qu'on peut faire des améliorations après, mais elles sont marginales par rapport à si on avait bien fait la conception en amont. Donc, c'est une étape qu'on néglige. Bien sûr, ce qui nous fait peur, c'est qu'on a peu d'informations à ce niveau-là dans le projet. Donc, c'est difficile de se projeter. On va gagner de l'information, bien sûr, au fur et à mesure qu'on progresse dans le processus d'innovation. Le problème, c'est qu'on le gagne un peu moins vite, beaucoup moins vite que le coût d'un changement. C'est-à-dire qu'au début, ça ne coûte pas cher de changer d'idée. Par contre, dès qu'on commence à prototyper, on investit des ressources techniques, du temps, des équipements, des matières premières. Donc, c'est vraiment, les coûts augmentent de façon importante tout au long du processus. Donc, je pense que ça illustre bien qu'il faut se poser la question comment on peut être plus probablement agile dans cette première section-là, vraiment en amont. Et c'est là que l'approche agile, bien sûr, rentre en ligne de compte. En fait, la planification, la méthode agile, c'est sensiblement les mêmes étapes qu'on a vues en cascade, sauf en rond. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a ces étapes de planification, de design, de développement, de test, de prototypage, mais il y a une étape de validation qui se fait à la suite. Puis c'est vraiment ça qui est important. Parce qu'après cette validation-là, on est capable de revoir notre solution. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que ces itérations-là, ces cycles-là, ils sont rapides. Donc, il faut en faire plusieurs. C'est des cycles qui sont incrémentaux, donc il faut en faire plusieurs pour arriver à la solution finale. Donc, on roule plus vite et on valide plus souvent notre solution. On peut valider idéalement avec l'utilisateur final. Donc, par exemple, un produit alimentaire, ça serait avec le consommateur. C'est le meilleur cas. Mais on peut aussi trouver des solutions pour valider, faire des approximations, des validations peut-être un peu moins lourdes, mais au moins d'avancer, d'apprendre ce réflexe-là, de valider si notre solution répond aux besoins qu'on avait identifiés, et aussi de valider les besoins du consommateur s'ils évoluent en fonction du temps par rapport à notre solution. Ce que ça a comme impact, cette méthodologie agile-là, c'est que ça autonomise beaucoup les équipes parce que les membres de l'équipe doivent prendre une décision à chaque cycle de réorienter ou non le projet, de prendre des décisions sur l'orientation. Donc, c'est vraiment, ça autonomise beaucoup les équipes qui sont à l'intérieur de ce type de méthodologie-là. Si on fait le comparable avec l'approche en cascade, où là, on voyait très clairement le produit au début, bien là, ce qu'on voit au départ, c'est plus flou avec l'approche agile. On sait qu'on va répondre aux besoins XYZ du consommateur, mais on ne sait pas le produit exactement, il va ressembler à quoi. Et plus on avance dans les cycles, plus on met des lunettes plus ajustées, si on veut, on s'ajuste en fonction du temps. Bien sûr, on espère qu'il y a des avantages à appliquer cette approche-là. Bien, dans le développement de produits, des délais de mise en marché plus rapides, de la flexibilité, de l'adaptabilité accrue, bien sûr, et des chances de succès commercial améliorées parce qu'on a validé notre solution avec l'utilisateur final. C'est lui qui va acheter le produit ou le procédé à la fin. Donc, il faut que ça soit adapté. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est les impacts, les avantages sur l'organisation. Souvent, nos organisations ont mis un éclairage sur le produit, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on cherche à développer, mais pas vraiment sur qui va l'acheter. Fait qu'il faut vraiment changer cet éclairage-là et le mettre plus sur le client. Ça encourage à l'interne une culture d'expérimentation qui est extrêmement bénéfique parce qu'on va faire des erreurs, on va tenter de comprendre pourquoi on les a faites, puis on va vraiment, puis de façon assez rapide, on va prendre des décisions pour s'améliorer pour la prochaine fois. Puis l'échec, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec l'échec, puis je pense que ça fait partie de l'apprentissage parce que l'innovation, c'est la destruction créative.
Fait qu'il faut détruire des choses, pour construire de nouvelles, meilleures choses. Bien sûr, ça favorise la collaboration interfonctionnelle parce que, comme je l'ai dit, on est rarement bon dans tout. Dans le processus d'innovation, il faut avoir des validations qui sont hors de notre champ de compétences. Donc, c'est bien beau la théorie, mais on va vous présenter, je vais vous présenter un exemple concret qu'on a au CDBQ qu'on a fait. Mais juste avant, peut-être dans la salle et en ligne, il y en a qui ne connaissent pas le CDBQ, fait que je veux brièvement vous le présenter. En fait, le CDBQ, Centre de développement bioalimentaire du Québec, on est une organisation sans but lucratif présente depuis 25 ans à la Pocatière qui a émergé du milieu par une nécessité de maintenir cette expertise-là au Bas-Saint-Laurent, mais on fait affaire avec des entreprises de partout au Québec. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est un partenaire pour les entreprises, les petites, moyennes et grandes entreprises pour développer des projets bioalimentaires innovants et durables parce qu'on intègre aussi cette vision-là dans notre approche avec nos clients de l'industrie bioalimentaire. On est 17 employés avec l'équipe technique qui ont des études, des parcours académiques dans des domaines connexes au bioalimentaire, sciences technologies des aliments, chimie, et puis microbiologie, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos employés ont une expérience dans l'industrie avant de venir au CDBQ. Fait qu'ils sont sensibles ils sont sensibles à ce qui peut arriver, les opportunités, mais aussi les défis d'appliquer les solutions qu'on est en train de développer. On fait bon an, mal an, une centaine de projets, ce qui nous apporte vraiment une profondeur dans l'équipe. Et puis, ce qui nous distingue, c'est vraiment nos infrastructures, plus de 38 000 pieds de laboratoire d'usines pilotes, qui nous permet de tester, prototyper, valider à des échelles qui sont sensiblement, qui se rapprochent plus de l'industrie. Nos expertises, je l'ai dit, en bioalimentaire, on est des multispécialistes, c'est-à-dire qu'on comprend comment intégrer les connaissances fondamentales en arrière des aliments, puis qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on peut l'appliquer sur différents secteurs, les produits carnés, les produits laitiers, les produits végétaux, les boissons, et on essaie d'intégrer ça vraiment dans une pratique durable. Donc, on évalue quand on fait des projets, les différents coproduits, on essaie de les minimiser puis de trouver une solution pour les réintégrer dans l'alimentaire, dans la bouffe. On a aussi un secteur très fort en boissons fermentées et alcool où on dessert les microbrasseries, les microdistilleries et les entoutechnologies, les protéines alternatives. En fait, c'est intéressant parce que là, on travaille vraiment en amont. C'est un secteur qui est en émergence. Ce qu'on veut, c'est justement rapprocher la sphère technique, si on veut, pour que ça réponde aux besoins du consommateur qui ont généralement une aversion là, sur la consommation des insectes. Fait que là, il y a vraiment un rapprochement à faire. Il y a un beau défi là-dedans. Vous voyez tous nos équipements, il y a quelques images de nos équipements, fait que vous voyez aussi que nous, on utilise ces équipements-là pour prototyper, pour faire la mise à l'échelle, mais aussi ils vont être disponibles pour location à des entreprises de l'agroalimentaire en démarrage ou qui veulent prototyper. Et donc, ça permet un accès plus facile au développement de produits. Le parcours pour un client, donc une entreprise, c'est bien sûr on va identifier ses besoins. On va le conseiller dans le processus d'innovation, qui d'autres acteurs on a besoin de mettre autour de la table. On va bien sûr l'accompagner au niveau des recherches de demande de subvention, si c'est possible, et puis le développement du produit à l'échelle laboratoire, après ça, pilote, des validations, des mises à l'échelle et même du transfert en industrie chez les co-manufacturiers, par exemple, ou la recherche d'équipements. Et puis, bien, il y a certains de nos clients qui sont incubés physiquement, donc qui vont louer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'ils construisent leur usine là, chez nous. Donc, c'est le parcours. Donc, vous voyez qu'on fait quand même un bon bout de chemin dans ce processus d'innovation-là. Mais on a quand même l'idée puis la commercialisation, c'est nos clients qui le font. Puis ça, bien, ça nous rend fiers quand on a des succès. Il y a des entrepreneurs qui sont vraiment inspirants.
Boba, par exemple, ou qui, lui, était venu avec une idée seulement. Il n'y avait aucune idée comment faire ces choses. Puis maintenant, ben, il exporte aux États-Unis, puis en Europe. Un autre projet, un entrepreneur qui croyait vraiment au potentiel des protéines alternatives d'insectes, qui veut mettre de l'avant des produits qui sont goûteux, qui sont acceptés, et d'autres qui ont vraiment une approche client qui est absolument exceptionnelle. D'ailleurs, Mme Laberski, qui vient de gagner au Dux 2024 la personnalité de l'année. Donc, ça nous rend vraiment fiers et c'est important. Ces produits-là ne seraient pas là sans ces entreprises, sans les entrepreneurs qui sont en arrière. Donc, comment repenser nos projets pour les rendre plus agiles? Vous avez vu, vous vous rappelez la boucle. C'est sûr que de mettre cette boucle-là, de mettre beaucoup d'efforts partout, je ne crois pas que ce soit la meilleure approche. Je pense qu'il faut cibler nos efforts sur certains segments du processus où que c'est le plus efficace. Si on reprend cette ligne-là de nouvelles connaissances, de l'idéation à la commercialisation, ben, on se rend compte qu'au départ, on a vraiment un niveau d'incertitude qui est beaucoup plus élevé. Et je pense que les universités sont vraiment les acteurs clés dans cette première étape-là où on va défricher, on va avoir un meilleur éclairage sur ce qu'on veut développer. Il va y avoir des idées qui vont émerger. La recherche fondamentale aussi est extrêmement importante. À l'autre bout du spectre, vers la commercialisation, bien, on sait l'industrie est très proche des consommateurs. On a cette sensibilité-là de qu'est-ce qui va fonctionner ou pas. On a les ressources aussi. Mais c'est dans cette zone-là qui est aux bordures assez floues, où est-ce que je crois que c'est critique d'être plus agile. Pourquoi? Parce qu'on doit développer des choses, on a besoin d'équipements qui peut être très différent d'un premier prototype jusqu'à la validation finale. On doit faire des allers-retours de connaissances. Il faut être bon au niveau de la compréhension des phénomènes, mais il faut être bon aussi dans l'ingénierie. Il y a plein de... C'est une zone assez floue. Et c'est là que je pense qu'il y a le plus de valeur, à intégrer un centre d'innovation de transfert comme le CDBQ, mais pas que, parce qu'on doit vraiment avoir ce transfert de connaissances-là entre les universités, ceux qui développent la première solution, et puis la fin du R&D. Et c'est là qu'il y a le plus de valeur à avoir ces cycles-là, d'après moi. Et c'est ce que je vais tenter de vous montrer comment on a fait au CDBQ dans un projet. Le sujet n'est pas tellement important, c'est plus la façon de faire, l'architecture que j'aimerais l'architecture du projet que j'aimerais que vous reteniez. En fait, c'est assez classique. C'est un entrepreneur qui a observé dans sa communauté une problématique de coproduits qui était important, des résidus alimentaires de transformation avec des impacts environnementaux qui étaient importants. Donc, il voulait faire quelque chose. Il a identifié une application, une solution, un produit à valeur ajoutée. Et il s'est dit, ben, moi, mon objectif, c'est de faire une usine dans ma communauté et tout ça. Mais il n'y avait aucune capacité technique ou scientifique pour mener à terme ce projet-là. Donc, il a mandaté le CDBQ pour faire un état des lieux, des possibilités, des procédés qui pourraient être utilisés, notamment des procédés plus durables. Donc, on a fait l'éventail des possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des leviers pour ça. On peut utiliser, par exemple, ici, c'est avec une visite interactive du Paris CNRC qui fournissait là, pour la somme de 250 $ nos services pour faire cette étude-là. Ce n'est pas très impliquant. Ça a ouvert la porte à ce champ des possibles, si on veut. Et puis, dans notre revue, on a identifié une solution qui apparaissait intéressante et c'était une chercheure de McGill en mécanochimie qui avait breveté une application. Donc, le CDBQ a initié une rencontre entre le promoteur, l'Université McGill et le CDBQ.
pour discuter des possibilités. Là, je vous rappelle, le lien, là, c'est vraiment ça, de faire le lien entre le potentiel technologique et la demande du marché. C'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, on s'est assis tout ensemble et on s'est dit comment on peut mener l'entrepreneur jusqu'à son rêve de commercialisation, d'avoir une usine. Donc, on a développé un projet. Bien sûr, on a associé tous les partenaires financiers, les partenaires privés qui étaient nécessaires à la réalisation de ce projet-là. Bon, c'est le projet, c'est ça qui est intéressant, je crois. C'est que, bien sûr, on aurait pu faire le projet de façon classique, c'est-à-dire que l'université aurait commencé à faire des essais en laboratoire, puis le CDBQ aurait fait la mise à l'échelle, si on veut, de ce procédé-là. Ce qu'on a décidé plutôt de faire, c'est de prendre ces deux équipes-là et de les faire travailler en parallèle. Et en parallèle, mais il y a une superposition où est-ce qu'on faisait des rencontres très fréquentes d'alignement, où est-ce qu'on analysait les résultats, on se posait la question, est-ce qu'on doit réaligner, refaire quelles sont les prochaines étapes des cycles d'expérimentation. Et c'est là qu'on a créé cette roue-là, ce cycle-là d'innovation rapide. En fait, c'était très naturel parce que très complémentaire. L'Université McGill connaissait les fondements, bien sûr, de la technologie qu'ils ont breveté, mais ils ne l'avaient pas essayé à plus que quelques grammes. Donc, ils ne savaient pas trop comment ça allait réagir à plus grande échelle, quels équipements et tout ça qu'il fallait. Bien, CDBQ, bien sûr, s'est attardé à ça. Après ça, bien, on a fait les premiers essais. On se doutait bien que ça n'allait pas aller comme ça devrait aller parce que bien, les échelles sont différentes. Et donc, on a rapidement dit à McGill, bien, il faut que vous retournez à la table à dessin, que vous ajustez votre procédé parce que là, on observe que tel facteur va être différent. Bon, bien, pouvez-vous nous éclairer sur comment on pense que le procédé va réagir? Donc, on est retourné en expérimentation à McGill et donc, on pouvait donner de la rétroaction là, vraiment rapidement et eux nous donnaient de la rétroaction sur ce qu'on était en train de développer, ce qui nous a permis de optimiser le procédé ou d'arriver beaucoup plus rapidement, je crois, à l'optimisation du procédé. Une autre chose qui était intéressante, c'est que l'Université McGill avait développé des méthodes très précises de caractérisation du produit à valeur ajoutée. Et donc, il pouvait nous donner, par exemple, le CDBQ faisait le procédé, générait de la matière, et puis on pouvait l'analyser. McGill pouvait l'analyser et nous donner une rétroaction, ce qui nous permettait de calculer les rendements accompagnés avec les données qu'on prenait au CDBQ. Donc, tout était très bien imbriqué. Je suis convaincu qu'avoir fait ce projet-là d'une autre façon aurait pris beaucoup plus de temps. Les deux équipes se parlaient régulièrement. On avait vraiment cette compréhension-là. Une autre chose que je trouve intéressante, ce qu'on a fait dans ce projet-là, c'est qu'on a intégré dès le départ des portions d'analyse des impacts technico-économiques, économiques et de l'impact environnemental. C'est-à-dire que c'était, je pense, notre point de validation. Oui, on avait des points de validation consommateurs, mais on avait des points de validation aussi des cibles économiques et des cibles d'impact environnementaux à atteindre. Donc, ça devenait un peu une partie de notre clou de validation, si on veut. Un exemple, c'est qu'au départ, McGill avait proposé une acide dans le procédé. Et rapidement, bien, pour eux autres, ça faisait beaucoup de sens, puis c'était le plus efficace. Fait que tout est beau. Mais au niveau du coût, le CDBQ a analysé le coût et ça faisait aucun sens. En plus des risques SST que ça menait et tout ça. Il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est une question de perspective et de connaissance. Donc, je pense que ça a bénéficié à tout le monde. Donc, on collectait des données qui étaient critiques pour mieux comprendre comment le procédé va être rentable et les impacts environnementaux qui étaient un critère important du projet. Bien sûr, l'entreprise, elle, était très contente d'avoir ces données-là dans le projet. Elle était capable, après ça, de poursuivre ces étapes de commercialisation en parallèle, d'être capable de démontrer aux prochains partenaires ces prochaines étapes
c'est où qu'on s'en va. Et bien sûr, il validait les potentiels marchés avec ce qu'on était en train de développer. Donc, c'était vraiment une approche qui, je trouve, c'est un essai, mais que clairement, pour nous, ça a été bénéfique et pour McGill aussi. Donc, si je reviens avec nos commettants, rapidement, ben, je pense que pour les consommateurs, ça a fait pour le repreneur, ça a fait produit une solution adaptée. Pour l'entreprise, ben, de voir que ce qu'on est en train de développer, on accorde une importance sur la rentabilité, sur la faisabilité, c'est rassurant. C'est vraiment des données qui sont précieuses pour l'entreprise. La motivation et l'adaptabilité des équipes, vraiment, les équipes ont gagné beaucoup en maturité en travaillant de la sorte. Et puis, l'alignement avec les priorités. Ben, je pense que les organismes de financement étaient très contents aussi d'avoir des données sur la durabilité et la faisabilité technico-économique du procédé. Donc, il ne faut pas négliger ça. Je pense que pour finir, je vais poursuivre avec l'alignement au niveau des politiques publiques. Parce qu'au final, je pense que les politiques publiques, c'est elles qui vont nous donner une idée de où s'en va la recherche, comment on va devoir faire de la recherche dans le futur. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je veux vous partager quelques données sur un rapport qui a passé peut-être un peu sous le radar, mais qui a été commandé en 2023, tout récemment, là, qui est sorti cet automne. En 2023, par le ministre Girard des Finances du Québec, et qui donne un petit son de cloche, je crois, sur comment on doit anticiper la recherche du futur. Ben, au Québec, c'est une recherche qui a été faite par le Conseil d'affaires du Canada. Ça s'intitule Un Québec plus innovant, productif et prospère. Je vous invite à aller lire pour comprendre un peu plus les détails, mais je vous présente juste ici certaines problématiques puis un peu les recommandations. En fait, on a un problème au Québec de productivité qui est quand même bien documenté, c'est-à-dire que le Québec se situe sous la moyenne de toutes les autres provinces par habitant, de PIB par habitant. Ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer avec la démographie qui augmente rapidement. Et c'est problématique parce que si on n'est pas capable de suivre le rythme, nos services publics, notre filet social qu'on tient tant, ben, il va s'égrener au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une problématique qui est assez importante à contrer. Une autre chose, c'est qu'au niveau des dépenses en recherche et développement au Québec, que ce soit au niveau des entreprises commerciales ou du domaine plus public, on voit qu'il y a une stagnation avec les années ou même peut-être un petit déclin des fois, certainement pas une très grande croissance, ce qu'on pourrait s'attendre lorsqu'on a une économie en croissance et le PIB croît. Donc ici, il y a le constat que probablement que les politiques, la façon de financer la recherche n'a pas donné les fruits en termes de productivité. Donc, il y a peut-être une question à se poser là. Mais aussi que si ça n'a pas cru depuis les derniers temps, ben, il faut faire mieux avec l'argent qu'on a ou elle va être plus ciblée peut-être. Finalement, ben, le rapport émet le constat aussi que les grandes entreprises sont extrêmement importantes parce qu'elles sont généralement associées à des pratiques plus innovantes, donc vont générer plus de valeur ici au Québec, mais en exportation. Au Québec, on a un ratio de petites moyennes entreprises sur grandes entreprises qui est extrêmement élevé. Donc, autrement dit, on a peu de grandes entreprises. Donc, il y a un des constats, c'est qu'on devrait augmenter le nombre de ces entreprises-là ou l'attractivité qu'on a ici au Québec. En termes la bonne nouvelle, c'est que face à ces problématiques-là, ben, il y a une solution. Puis la solution qui a été mise de l'avant par le rapport, c'est vraiment l'innovation comme moteur de productivité. C'est pas travailler plus d'heures, c'est pas de ramener les retraités, c'est
d'être plus innovant. Comment on fait pour rendre notre Québec plus innovant, notre écosystème qu'on a actuellement plus innovant? Bien, lui, il y a différents constats qui fait des politiques plus horizontales, donc qui vont favoriser des politiques publiques qui vont être plus horizontales, qui vont favoriser le contexte, l'émergence d'une culture d'innovation, des politiques verticales plus sectorielles. Donc, si on commence par les politiques horizontales, en fait, l'auteur se rapporte un peu, s'attache aux recommandations du rapport Bouchard sur la recherche fédérale, qui dit qu'il faut viser un meilleur équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche basée sur des missions spécifiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir de plus en plus des missions qui vont être données à la recherche. Oui, il faut avoir de la recherche fondamentale pour sortir pour défricher les connaissances, mais on va rééquilibrer, en tout cas, c'est ce qu'il recommande, de rééquilibrer vers la recherche avec vraiment des cibles à atteindre. Et ça va probablement se décliner avec le choix et l'élaboration de projets à haut potentiel d'innovation technologique et de commercialisation. Donc, ça nous donne une idée où est-ce qu'il va falloir se placer dans le futur. Au niveau des politiques verticales, donc sectorielles, bien, le rapport identifie différents secteurs de l'économie du Québec qui sont haut potentiel. Il y a l'aéronautique, l'intelligence artificielle, bien sûr, et bonne nouvelle, l'agriculture, l'alimentation est dedans. Donc, ça, c'est quand même bien parce qu'on est déjà un bon exportateur au Québec. Mais toutes nos exportations, c'est les grandes, très grandes entreprises ou presque qui les font. Fait qu'il faut, le constat, c'est qu'il faut créer plus d'entreprises qui créent de la valeur. Donc, ça peut être des brevets de la propriété intellectuelle qu'on est capable d'appliquer sur notre territoire, mais aussi à l'exportation. Pour faire ça, on propose la création d'un laboratoire d'excellence, le Lab agroalimentaire, qui globalement vise à mettre en lien, donc ce que je vous expliquais un peu, là, cette entité là, qui va figer le potentiel et le marché, donc qui va rassembler tout ça, qui va rassembler les meilleurs chercheurs avec les entreprises les plus innovantes. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il y a un projet en élaboration de zones agroalimentaires qui est en train de se développer, qui cherche un peu à faire ça. Le rapport, c'est intéressant. Il y a des choses il y a des bons exemples à l'international. Et ces exemples-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils favorisent le risque, ils favorisent les essais, ils favorisent des concepts que je vous ai parlé plus tôt en agilité. Donc, je pense il faut se poser la question parce que on va se le faire imposer. Donc, il faut créer cette culture aussi. On est, en tant qu'organisme de recherche, on est les premiers à être capables de bien expliquer, de favoriser cette culture d'expérimentation-là et d'innovation pour les petites et moyennes entreprises qui vont émerger et devenir des grandes entreprises au Québec. Finalement, c'est ma dernière diapositive. Je veux juste vous laisser avec cette petite réflexion-là. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a plusieurs facettes à l'innovation. La plupart du temps, on est vraiment axé sur le produit. On essaie d'innover sur le produit. Les grandes entreprises innovantes de ce monde, Apple, Google, ils vont allumer 4, 5, 6 facettes de l'innovation en même temps dans leur offre. Ils vont allumer des facettes qui vont bonifier l'expérience consommateur, mais aussi leur façon de faire à l'interne dans leur organisation. Donc, il ne faut pas se limiter à la performance produit dans nos organisations. Puis quand je parle d'organisation, je parle du CDBQ, je parle de la FSAA, je parle d'un professeur avec son équipe de recherche peut être une organisation considérée. Donc, je pense que dans ce que je vous ai présenté, l'exemple, on a engagé plus le client, on a développé des partenariats, on a changé un peu la façon on faisait nos procédés à l'interne chez nous et on a modifié un peu notre structure de notre organisation pour être capable de répondre à cette agilité-là. Donc, je pense qu'on est capable d'aller allumer différentes facettes
de la façon qu'on fait les choses, qu'on propose les choses. Puis je vous mettrai au défi, en fait, la prochaine fois que vous planifiez un projet, que vous voulez le mettre en œuvre, posez-vous la question comment je peux être plus agile à l'intérieur de ce projet-là, puis comment je peux allumer diverses facettes de l'innovation. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup, Vincent. J'ai adoré, on va dire ça comme ça. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. C'est quand même très motivant, t'as donné beaucoup de passion. Je reviendrai peut-être au niveau des mots de félicitations. Et donc, merci. Donc, on va passer à notre deuxième présentation avec notre conseiller en développement de la recherche à la faculté, M. Simon Plouin, qui est aussi titulaire d'un doctorat. Il va prendre un plaisir à vous parler, entre autres, des outils de collaboration et des partenariats avec une présentation sur la recherche à la FSA, la nécessité d'être agile et de s'adapter. Simon? Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Vincent, pour la belle présentation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'utilité d'être agile en recherche. Je vais essayer de vous convaincre de la même chose, en fait, mais avec notre vision un peu plus académique de la chose. Puis surtout les moyens qu'on s'est dotés à l'université d'y arriver, essentiellement par les outils de collaboration et de recherche partenariale. Rapidement, là, je vous ai présenté ici, c'est un schéma que j'ai tiré, qui a été publié en fait par les Fonds de recherche du Québec et le scientifique en chef, qui représente assez bien notre écosystème de la recherche au Québec, donc avec les universités ici au centre. Notre agilité, en fait, la façon d'être agile, ça se traduit un peu avec la facilité avec laquelle on va être capable de naviguer dans ces trois sphères-là, puis surtout de les faire interagir ensemble. Donc, évidemment, il y a le financement qui chapeaute tout ça. Je pense que c'est le nerf de la guerre, là, autant pour les universités que pour l'industrie, pour faire avancer les choses. Et on a deux autres sphères qui sont la production et le transfert, qui fonctionnent un peu main dans la main, mais l'idée, c'est de trouver des applications et de les transmettre du côté de l'industrie à partir de ce qui est fait dans les universités. Bon, le financement, j'ai juste montré quelques exemples. Au niveau de la faculté, on est quand même chanceux. On a accès à du financement de sources assez variées là, de par la diversité des départements et des écoles. J'y reviendrai un petit peu plus tard plus en détail. Mais le problème, pour rebondir un peu sur ce que Vincent a mentionné, puis je pense qu'il y a plusieurs sources qui sonnent la cloche à ce niveau-là, c'est qu'il y a un sous-financement général depuis quelques années, autant pour la recherche académique que pour la recherche en industrie. Ce que ça amène comme problème, c'est qu'en fait, chaque dollar doit être abondamment justifié parce qu'ils sont plus difficiles à aller chercher. Les façons que les gens, les industries ou les universités ont de réagir à ça, on peut soit réagir en élargissant un peu notre expertise, y aller par opportunisme, ce qui n'est pas nécessairement de bonne chose à long terme, parce qu'on finit par diluer un petit peu les expertises. Et au final, si chaque centre de recherche, université, essaie de couvrir de plus en plus large, bien, au niveau sociétal, il y a du chevauchement et il n'y a personne qui va être gagnant en bout. L'autre façon, évidemment, c'est d'être agile puis d'arriver à tisser des liens correctement entre ces trois sphères-là. Vincent l'a mentionné, on est d'un côté la recherche académique, à l'autre extrémité, on a les besoins de l'industrie. L'idée, c'est de trouver une façon d'être fluide dans ce continuum-là. Et je disais que les dollars sont de plus en plus difficiles à aller chercher et qu'on doit de plus en plus les justifier. Bien, une façon de les justifier, c'est justement d'éviter de présenter ce clivage-là, puis d'être capable de présenter un continuum assez logique, puis de trouver une application à tout ce qui est fait du côté de la recherche académique. Évidemment, du côté de la production, on ne peut pas tout faire, puis Vincent l'a présenté, qu'on travaille dans un processus qui est soit en cascade ou idéalement un peu plus cyclique de façon à être agile. Il y a différentes étapes qui sont toutes essentielles au processus, mais il n'y a personne qui peut garantir d'être 100% efficace dans chacune de ces étapes-là. L'idéal, c'est de s'entourer des bonnes personnes et des bons centres de recherche. On a juste présenté quelques exemples. Bon, je sors des centres qui sont financés par le MAPAC. Évidemment, du côté de la FSA, ça nous touche beaucoup parce que, bon, on pense juste au CRESAD qui est très utile aux recherches en sciences animales, qui va devenir une porte, en fait, d'application vers le milieu pour transmettre ce qui se fait à l'université.
Il y a des centres de recherche appliquée, justement, comme l'a si bien présenté Vincent, dont la mission est de mettre en application ces connaissances-là, surtout au service de l'industrie. Donc, l'idée de collaborer avec des centres comme ça, justement, ça nous ouvre de nouvelles portes, ça permet de faciliter le transfert de ces connaissances-là. Il y a aussi des entités qui, en fait, les universités se sont dotées d'outils internes. Là, j'ai présenté quelques exemples d'instituts. Les instituts, c'est un peu ça, en fait. C'est des regroupements de chercheurs qui viennent un petit peu briser les barrières classiques là, des facultés, des départements dans un but commun pour mélanger les expertises. Puis en même temps, qui sont un peu une vitrine de l'université, puis des expertises qui se trouvent vers l'externe. Je peux insister un peu plus sur l'INAC parce que je pense que tout le monde ici, ou même les gens qui sont à distance, connaissent bien l'Institut dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Ce qu'ils vont faire, c'est de rendre disponible une plateforme, oui, pour nos chercheurs, mais aussi pour les partenaires industriels. Donc, ça devient une vitrine. Et pour les partenaires, c'est quand même un accès à une variété d'expertise pointue, peu importe les besoins. On a le service de soutien à l'innovation, justement, qui est un service de l'INAF, là, qui est aussi une porte d'entrée pour les entreprises, pour venir donner des mandats bien précis, que ce soit pour l'amélioration technologique de différents produits. Et ce service-là, ben justement, on a Ronan, le coordonnateur de la plateforme ici, pour nous le confirmer, c'est souvent la porte d'entrée pour des collaborations à plus long terme, justement, entre les besoins de l'industrie et les expertises universitaires. Sont aussi à l'origine d'événements comme Bénéfique, que vous pouvez tous connaître, qui est un événement, en fait, de maillage, qui est une excellente vitrine à la fois pour l'industrie et la recherche, qui est un lieu de rencontre entre ces deux réalités-là, puis qui permet justement d'être un peu plus fluide dans le continuum, qui continue à collaborer ensemble. Je vous disais tantôt, là, la question du transfert et de la production, ça fonctionne un peu main dans la main. On a des outils à l'interne, justement, pour nous aider, pas à le faire, mais à l'encadrer. Tout ce qui est, par exemple, les ententes contractuelles, la gestion de la propriété intellectuelle, qui est souvent un enjeu quand on discute avec les entreprises. Vous avez des besoins, des obligations, vous voulez commercialiser. L'université a aussi des besoins ou des ambitions de garder la propriété sur certaines découvertes. Le but, c'est de générer des connaissances, fait qu'on veut que ce soit public, on ne veut pas nécessairement que tout soit protégé ou breveté, mais des structures comme le Bloom à l'interne nous aident justement à négocier ces ententes-là. Et puis ça, il n'y a pas de secret, à peu près tout est acceptable quand on travaille en partenariat. L'idée, c'est de bien s'entendre, de bien cadrer. Puis justement, on a des structures comme le Bloom qui nous aident à le faire. Sont aussi accompagnés là, de sociétés de valorisation. Là, actuellement, c'est Axelis. En fait, tout ça résulte d'une prise de conscience là, depuis le début des années 2000 environ. C'était une réalité. Ce qu'on se rendait compte, c'est que tout le savoir qui était généré du milieu académique avait quand même la difficulté à processer et à être appliqué en industrie. Donc, il y a eu différentes itérations des sociétés de valorisation jusqu'en 2021 où Axelis a vu le jour et Axelis, justement, est là pour accompagner les universités dans le transfert de ce savoir-là, mais aussi à faire le match potentiel avec les entreprises qui seraient les meilleures utilisatrices ou les meilleurs vecteurs pour la commercialisation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des programmes de financement justement pour aider tout ce monde-là à se structurer et à faire progresser un projet dans les niveaux de maturation technologique. Tout ça dans le but d'avoir éventuellement une commercialisation si c'est possible. Je reviens rapidement sur le financement parce qu'on ne se cachera pas, c'est vraiment le moteur de toute la recherche collaborative. Tantôt, je l'ai présenté, il y a différentes opportunités qui s'offrent à nous. Là, j'en pointe quelques-unes qui sont peut-être plus appropriées justement pour travailler en collaboration ou en partenariat comme ça avec les entreprises. Je pense au CRSNG Alliance. L'idée, c'est vraiment que ça soit gagnant-gagnant des programmes comme ça, c'est-à-dire on veut faire un projet qui met en valeur ou qui a besoin de l'expertise et du savoir universitaire, mais qui est axé sur des besoins qui sont exprimés par l'industrie. Financièrement, comment ça se traduit? Bien, c'est évidemment, on a une participation de l'industrie, mais on a aussi une participation de fonds publics. Puis pour revenir à ce que je disais tantôt, si on s'entend clairement sur qui veut garder quoi comme résultat, habituellement, l'université veut garder les nouvelles connaissances. L'industrie va vouloir protéger peut-être ce qui est plus appliqué et spécifique à ses besoins. C'est ce qu'on encadre avec nos ententes. Mais le gros avantage, c'est que chaque dollar que l'industrie investit est fructifié. Là, ça peut être, bon, je pense au CRSNG Alliance, souvent c'est un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire que l'entreprise met $1, le CRSNG, qui est une entité publique, va mettre $2.
On a des équivalents avec Mitax, qui sont des projets souvent à plus petite échelle, mais justement pour démarrer des histoires de partenariat comme ça, c'est idéal. Puis c'est encore du 1 pour 1, c'est-à-dire que l'industrie met 1 $, on va chercher un autre dollar uniquement. Même chose avec les programmes ministériels, là, certains du MAPAC, le CRIBIC. Ce qui est avantageux avec des programmes comme le MAPAC, c'est que souvent, c'est des programmes, évidemment, ce que je vous ai présenté là, c'est surtout la vision ou les intérêts de l'université, donc des programmes auxquels on peut appliquer. Le MAPAC, ils ont aussi des programmes auxquels les entreprises peuvent appliquer, mais auxquels on peut participer comme, soit comme sous-traitant ou comme partenaire. On a des exemples, par exemple, justement, avec Vincent, avec le CDBQ, c'est des projets qui sont un peu plus appliqués, donc qui ont été présentés par le CDBQ, mais où il y avait des besoins spécifiques d'une expertise. Donc, on a des chercheurs de l'université qui collaborent à ces projets-là. Et l'inverse est aussi vrai. Même chose pour alimentation, santé, là, qui est un autre programme du MAPAC auquel l'université peut appliquer, mais qui est surtout créé pour l'industrie, pour répondre aux besoins de l'industrie. On a plusieurs partenaires qui déposent des demandes de subventions et qui viennent nous voir justement pour des participations, pour les aider à faire valoir ces projets-là et à les faire avancer. Et rapidement, bon, ça implique toutes les ententes qu'on a nommées tantôt qui permettent d'encadrer tout ça et surtout de répondre aux besoins de chacun. Puis comme je l'ai dit tantôt, l'idée, c'est vraiment d'être proactif, de répondre aux besoins du partenaire tout en respectant la volonté de l'université de développer des nouvelles connaissances. Tout est à peu près possible, comme on le dit, en termes de propriété intellectuelle, mais la clé, puis même Vincent le dit là-dessus, c'est préparer vos projets, la collaboration, d'être proactif. Puis c'est un peu ça l'idée de travailler en partenariat dans le continuum de l'innovation, c'est on ne veut pas juste être réactif face aux opportunités de financement ou d'innovation. On va être prêt, on va avoir les bonnes équipes, puis surtout les bonnes personnes qui font les bonnes actions au bon moment, qui vont nous permettre justement de justifier tous les investissements, puis idéalement d'aller chercher quelque chose qui est commercialisable, parce que des deux côtés, le partenaire veut toujours la meilleure expertise, c'est ce qu'on est capable d'offrir, et le chercheur universitaire, s'il veut justifier les applications de ses recherches, bien, il va aller chercher aussi le meilleur partenaire qui va être capable de le mettre en valeur et de faire quelque chose avec ça, de le concrétiser. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a convaincu de la nécessité de collaborer, un peu comme on le fait avec le CDBQ et avec Vincent, justement, pour élargir notre réseau d'action. Je dis un grand merci, Simon. Très succinct, mais très informatif. Donc, j'espère que vous allez avoir accès à toute cette information par la suite, mais merci pour avoir tout corrigé. Tout est complet. Donc, on va laisser maintenant la place au panel d'échange. Donc, je vais présenter la responsable du panel, qui est Madame le docteur Vérily Gagnon, qui est stagiaire postdoctorale en microbiologie agroalimentaire, qui joue un peu des fois le rôle de chef de cabinet du décanat dans plusieurs dossiers. Donc, à toi, Marie-Lie. Merci, Denis. Donc, je vais inviter nos deux conférenciers à joindre avec moi. Voilà, le régisseur va changer la caméra. Donc, ben, merci pour vos deux présentations. C'était super intéressant. Premièrement, j'aimerais ça peut-être, pour les gens qui ne te connaissent pas, Vincent, que tu nous expliques ton parcours, comment tu en es venu à travailler au CDBQ, mais aussi à t'intéresser à la recherche agile. En fait, j'ai fait des études ici à la faculté en sciences technologiques des aliments. J'ai toujours été intéressé à appliquer mes connaissances. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai vraiment besoin de comprendre comment, de façon très concrète, ce que j'essaie d'avoir comme avancée scientifique va permettre de changer les choses concrètement. Et puis, en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler, de monter un projet. Je pense que, encore là, il y a une question de proactivité. On en a parlé. On a créé des liens qui étaient existants, mais avec AgroPure. Mais j'ai vraiment monté mon propre projet pour être capable d'appliquer les connaissances que je voulais travailler. Donc,
On a fait un projet avec AgroPure et puis j'ai travaillé par la suite là et j'ai pu vraiment appliquer les connaissances que j'avais. Donc, il y avait vraiment cette notion-là de validation, je pense, qui était déjà ancrée, je pense, de façon naturelle chez moi. Et puis, chez AgroPure, on avait aussi l'opportunité de travailler en innovation ouverte. Et puis, ça m'a amené à travailler avec des startups là, assez importantes. Il y avait des niveaux technologiques, des niveaux plus techniques aussi. Donc, ça a élargi un peu mes horizons. Ça m'a rapproché du marché, si on veut, encore plus. Et puis, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre d'essayer d'accompagner ces entreprises-là à grandir via l'innovation à une plus grande maturité. Et puis, le CDBQ, c'est un peu ça. C'est là que je suis présentement. C'est vraiment de se rapprocher de la solution finale. Mais bien sûr, j'aime bien garder un œil sur tout ce qui est nouvelles connaissances scientifiques. C'est quelque chose qui me passionne. Fait que c'est pour ça que je suis jamais très loin de venir passer ici à la FSA. Super, merci beaucoup. Je vais inviter l'assistance et les gens en ligne à préparer, à penser si vous avez des questions à poser à nos conférenciers. Fait que pendant que vous pensez à ça, je vais quand même te poser une autre question. Pour mieux apprécier l'importance de la recherche à l'aide, peux-tu nous parler un peu plus des enjeux dans l'innovation en transformation alimentaire? Je pense que ça a été bien identifié là, par plusieurs recherches. Là. En fait, les enjeux dans l'innovation, c'est l'échec. C'est l'échec de l'innovation. On met tellement d'efforts dans toutes les étapes du procédé que c'est le plus grand enjeu, en fait, je crois. Et donc, quand on comprend c'est quoi les facteurs qui voient l'échec, comme de méconnaissance des besoins du consommateur, ça, c'est le principal facteur à l'échec. Après ça, développer un produit ou une solution qui n'est pas performante, qui ne répond pas à ces besoins-là. Et ça, je pense que sans la validation, on n'y arrive pas. Fait que c'est vraiment ça qui lie l'agilité ou la validation aux facteurs de succès. Puis après ça, il y a des décisions d'affaires dans le continuum d'innovation. Il y a des décisions d'affaires de l'entreprise ou de comment on oriente les choses qui peuvent causer l'échec. Mais ça, en fait, il faut aller chercher les bonnes données, comprendre bien le marché, comprendre ce qu'on fait. Ça, habituellement, dans les recherches et développement, on est bon là-dedans. Puis au final, je pense que comme on est plusieurs acteurs, quand on fait un projet, il y a l'entreprise, puis on peut se dire, ben, l'idée n'est pas bonne, peut-être, ou la commercialisation n'a pas été bonne, c'est pour ça que ça a été un échec, mais je pense que c'est plus une excuse. Comme on est un acteur du processus, là, on doit excusez l'anglicisme, mais se challenger là, entre nous là, pour vraiment s'assurer qu'on connaît bien notre consommateur, on va livrer une solution qui est profitable, puis on connaît bien on a les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. OK, parfait. Donc, le chercheur partie prenante de tout le processus. Oui, finalement. c'est ça. Il ne faut pas se dissocier. Il ne faut pas rester comme une entité qui contribue à quelque chose puis qui s'en va quand que sa job est finie. C'est pas ça la réalité. Super. Est-ce qu'il y aurait des questions là, de gens dans la salle qui auraient envie de poser une question? En ligne, est-ce qu'on a des questions? Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Peut-être une petite question pour Simon. Comment tu vois notre capacité à être agile en tant que chercheur ou professeur à l'université pour atteindre l'excellence en recherche? En fait, la capacité à être agile, je pense que ça devient, dans le contexte actuel, la façon brillante de survivre. Comme on l'a dit tantôt, les dollars sont de plus en plus difficiles à aller chercher, on se doit de les justifier. Le fait de collaborer et d'être agile, justement, pour être capable de naviguer dans les différentes étapes du processus de maturation, ça vient justifier la pertinence des recherches d'un chercheur. Puis je fais un peu un retour là, sur l'option recherche partenariale que j'ai présentée. Vincent disait l'enjeu, c'est l'échec. Du point de vue académique, c'est moins un enjeu parce qu'on est vraiment dans le développement de connaissances. On a quand même la responsabilité de défricher.
ça devient un enjeu quand on travaille en partenariat parce que là, on travaille, oui, on va défricher, mais on a quand même l'enjeu de satisfaire les besoins de l'industrie. Fait que le partage comme ça, à la fois des coûts, mais c'est un partage de responsabilité. Puis on vient un petit peu accepter le fait que oui, on est capable de défricher des connaissances, mais en même temps, on travaille toujours avec un but précis parce qu'on est entouré des bons partenaires, puis on veut répondre à un besoin. Fait que je pense qu'au final, tout le monde est gagné. Super intéressant. Puis, une des autres missions, outre le développement des connaissances à l'université, c'est la formation. La formation des étudiants, notamment étudiants premier cycle, mais deuxième cycle et troisième cycle, qui ont une scolarité à faire. Puis, moi, c'est quelque chose que tu as dit, Vincent, que faut que ça soit rapide. Comment on fait pour intégrer nos étudiants dans un processus qui doit être de recherche qui doit être rapide? As-tu des pistes là-dessus? Ben, moi, je vois pas d'enjeu pour la simple et bonne raison que quand on parle de rapidité, c'est les cycles qui doivent être rapides. C'est la validation. C'est pas nécessairement... Le projet peut être sur 2 ans, 3 ans, quand même. C'est pas... C'est d'essayer de... donc, on peut faire des cycles plus rapides à l'intérieur d'une recherche, je crois fermement. Et les étudiants auraient à gagner, je crois, à comprendre toutes les étapes de ce cycle-là au fur et à mesure qu'ils développent une solution ou des connaissances. Il faut bien sûr garder toute la rigueur scientifique qui est associée au monde de la recherche, j'allais dire académique, mais ça s'applique aussi à tout le continuum de la recherche et développement. Mais je ne crois pas que ça empêche. Je pense que la portion agile, moi, personnellement, je l'applique beaucoup plus en amont, comme on a vu là, au début du procédé, lorsqu'on est en train de faire ce que j'appelais dans le temps les tests préliminaires. Là, je ne sais pas si... Et donc, après ça, ben, on défriche, on s'assure que avant d'aller trop loin, puis de valider 3 répétitions, 5 répétitions, ben, on s'assure qu'on a la bonne approche. Et une des bonnes approches, parce que bien sûr, on peut défricher plusieurs chemins. Après ça, c'est de trouver celle qu'on veut, mais au moins, on aura la justification du chemin qu'on a décidé de prendre. Ouais. C'est super intéressant. Puis c'est aussi de peut-être justement d'avoir un processus de recherche qui est plus en partenariat. C'est pas l'entreprise qui nous donne un. On fait pas de la sous-traitance, c'est d'avoir un partenariat collaboratif. Puis ça se fait aussi, j'ajouterais, là, via des programmes comme le MITAC. C'est des choses qu'on fait bien avec l'université, le CDBQ. L'étudiant là-dedans idéalement à être dans une institution partenaire qui peut être le CDBQ. Donc, sans être nécessairement dans une entreprise, il peut être dans un environnement où il fait une partie de sa recherche au niveau plus fondamental ici à l'université, puis une partie de sa recherche, par exemple, ayant accès à des équipements ou un environnement de travail qui est différent. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon parcours, c'est de modifier mes environnements. L'environnement académique ici est super. Il y a des environnements qui sont plus professionnalisés dans les centres de recherche fédérales, par exemple. Il y a plein d'environnements différents. Puis je pense que quand on parlait des besoins de notre future main-d'œuvre, il faut être attractif. Et je pense que c'est une des façons pour certains étudiants, bien sûr, pas toutes, mais d'être attractif. Puis, si je peux compléter, dans toutes les ententes ou les précautions qu'on prend, ça en fait partie. Dans la recherche partenariale, parce que l'idée, c'est de choisir le bon programme. On a MITAX qui est fait pour ça, justement, qui est fait pour être une immersion en entreprise. On répond un peu à des besoins d'entreprise, mais dans un contexte de recherche. Alors que si on est dans un contexte où l'université va agir comme sous-traitant et on fait un contrat, on sait qu'on a une mission puis un engagement envers les résultats qu'on va livrer à l'entreprise. Dans ces cas-là, on ne met pas d'étudiants parce que justement, on veut qu'ils puissent garder la liberté académique, puis justement, ce côté défrichage et développement de nouvelles connaissances qui n'est pas approprié dans le cas d'un contrat. Mais dans un cadre partenarial, puis il y a une part de responsabilité qui revient aux chercheurs aussi de bien segmenter aussi les tâches ou les responsabilités de projet qui sont données à un étudiant particulier. Oui, l'immersion en entreprise puis le contact avec eux autres, je pense que c'est hyper gratifiant pour eux autres parce qu'on veut aussi former des gens qui vont finir dans l'industrie.
mais sans oublier le mandat universitaire, puis justement les devoirs ou les engagements que cet étudiant-là a pour graduer. Oui, effectivement. Pour l'avoir expérimenté, travailler avec des entreprises, ça nous sort de ce qu'on voit tous les jours et de comment on fonctionne finalement. On a une question? J'avais une question au niveau des programmes de financement. Vous avez parlé tantôt de l'amorce au niveau du CNRC, comme pour démarrer certains projets, vos visites interactives, tout ça. Y en a-tu des programmes aussi qui peuvent financer à la fois les chercheurs, puis aussi les professionnels du secteur, mais aussi l'entreprise à l'interne au niveau de sa R&D, donc qui vient l'appuyer aussi à ce niveau-là Je vais être honnête, ce sont plus difficiles ces programmes-là qui vont financer les deux, parce que souvent dans les programmes de partenariat, ce qu'on a, c'est un apport de l'entreprise. Par contre, c'est un apport de l'entreprise qui est fructifié. Il faut dire que si l'entreprise met $1, puis qu'au final, on arrive à le faire multiplier par 5, ben, c'est un investissement qui est minime, puis on a quand même le retour sur les résultats de l'entreprise. Au niveau de la recherche, un peu plus en amont, c'est la façon de voir les choses. Sinon, des programmes qui donnent aux deux, là, ben, on parlait justement du CNRC Paris, qui sont des programmes qui donnent accès aux entreprises à la recherche. C'est peut-être le meilleur exemple qu'on a. C'est-à-dire que les entreprises font appel soit à l'INAF, soit au CDBQ pour développer quelque chose, pour mettre à jour une innovation. Mais comme c'est un financement public, ben, c'est quelque chose qui ne coûte rien pratiquement à l'entreprise. Si je peux juste ajouter un complément, il y a quand même des programmes qui reconnaissent le temps des ressources de l'entreprise. On peut voir comme une forme de financement, parce que la contribution en fait, de l'entreprise au projet est considérée comme de la nature, donc elle est incluse dans le budget. C'est sûr que ce n'est pas du financement direct, mais en fait, ça peut aider à la réalisation d'un projet. Puis avec le nouveau programme, entre autres, l'exemple que j'en fais, c'est le programme du MAPAC, où avant, on avait besoin de partenaires qui étaient souvent une part en argent. Avec le nouveau programme, ils acceptent exclusivement la nature. Pour des projets qui sont un peu plus en amont des étapes de valorisation, de commercialisation, là, ça peut devenir super intéressant pour l'entreprise parce que justement, ils n'ont pas à s'engager financièrement. Ça peut être une façon de voir ce projet-là comme une première étape d'une collaboration à long terme. Puis là, en fonction de ce que ça donnera, mais peut-être qu'après ça, ils pourront investir, par exemple, comme une alliance. Puis, C'est le genre de programme où on peut intégrer des centres de transfert et des universités dans un même projet. C'est même bien vu. J'en suis convaincu. On a une question ici. Bonjour, je m'appelle Marie Verred. J'aurais une question plus pour le CDBQ. Quand vous parlez justement d'agilité, là, je suis complètement convaincue par le modèle, donc de faire des validations beaucoup à chaque étape. Donc, je comprends bien l'intérêt de faire les validations en amont, parce que c'est ça où il y a le moins d'impact, puis on a le plus de contrôle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le fond, quel serait votre conseil pour les entreprises, parce que principalement les petites et les moyennes entreprises, parce qu'on s'entend que les startups ou les grosses entreprises ont comme plus de leviers pour aller chercher des financements, justement, soit pour faire appel justement au SSI, au CDBQ, ou via le MAPAC, etc. Là, vous parliez notamment des panels consommateurs, d'aller faire des tests consommateurs. Donc là, c'est quand on est rendu déjà un peu plus après. Mais quels seraient les conseils que vous pourriez donner justement aux catégories d'entreprises qui sont comme un peu au milieu, qui n'ont pas forcément de levier très attractif pour remplir les critères, pour aller chercher les financements, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les services justement du CDBQ ou du SSI qui permettraient pas forcément, qui n'ont pas forcément de partenariat préférentiel avec les universités, notamment comme avec les plateformes de l'INAF ou avec des chercheurs de l'INAF. Quelles seraient les recommandations que vous pourriez leur donner pour justement les valider? Est-ce que ça serait d'aller chercher des conseils à l'externe, de mettre un petit peu plus d'argent peut-être dans des bureaux de consultants, etc., qui pourraient fournir des validations tant sur les tendances du marché ou sur ce qui s'en vient par rapport aux politiques publiques, parce que ça, on s'entend qu'on est capable d'aller chercher l'information on ne sait pas ce qui s'en vient, mais on voit vers quoi le gouvernement tente d'orienter pour que ça canalise un peu, que ce soit la réglementation ou on va s'entendre des nouveaux ingrédients, par exemple, qui peuvent être autorisés au Canada. Donc, ça serait quoi votre... Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de... Excusez-moi, je vais juste finir. Excusez-moi, ma question est quand même un peu longue, mais
Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une entreprise, on vous parlait justement de beaucoup de projets qui sont avortés parce que justement, on s'entend que l'entreprise peut rester au sein de ses murs puis au sein de ses collaborateurs. Donc, que ce soit de la R&D, mais que ça peut être le marketing, que ça peut être justement la direction qui peut donner leur avis là-dessus. Mais on s'entend qu'on baigne dans dans les mêmes valeurs. Ouais. Donc, comment on pourrait se retourner pour s'assurer d'un défi avec un succès, mettons. Ben, il y a une première chose que tu as dit, c'est l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Je suis content que tu l'abordes parce que je pense que c'est une perception qui est peut-être un peu erronée. Je m'explique. On fait beaucoup affaire avec des petites et moyennes entreprises et il y a des solutions pour eux pour faire affaire avec des centres de transfert. Donc, les solutions existent. On offre le conseil justement pour voir c'est quoi qui s'adapte le mieux. Il faut y aller par petites étapes, je crois. Puis souvent, ces solutions-là de financement pour les petites et moyennes entreprises proposent de financer des premières petites étapes pour voir comment on peut collaborer. On a nommé le Paris CNRC, des transformateurs agroalimentaires, il y a Agriconseil. Et il y a certaines façons de travailler ensemble pour faire les premiers pas. Donc ça, j'aimerais juste le rectifier. Au contraire, les grandes entreprises ont souvent plus de moyens ou ont des budgets qui sont plus conséquents, mais parfois ont même moins accès à certains financements qui sont plus axés à petites et moyennes entreprises. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour avoir accès aux validations comme telles, oui, ils peuvent financer des validations de marché, des choses comme ça. L'expérience au CDBQ, puis ça, c'est un autre truc qu'on a implanté pour être plus agile, justement, c'est qu'on se rendait compte que l'entreprise arrivait avec une idée, mais qui n'avait pas nécessairement validé. Là, on a vu au départ, c'est bien important de faire cette validation-là, de comprendre un peu si on va vers les bonnes orientations, les bonnes hypothèses de développement de produits. Et là, parfois, on avait des partenaires, on disait, bon, on le dirigeait vers l'entreprise, vers un autre partenaire pour qu'il fasse l'étude de marché, par exemple. Et nous, ben, on avait une certaine idée, mais bon. L'étude de marché arrivait de façon complètement indépendante, un peu dans les scénarios que je vous présentais. Là, on travaillait chacun de notre côté, puis finalement, ben, la solution que l'étude de marché proposait avec leur brainstorm et tout ça était complètement techniquement irréalisable. Puis nous autres, de notre côté, ben, on n'a pas toute l'information sur le marché. Ce qu'on a fait au CDBQ, c'est on a commencé à faire un diagnostic technico-commercial où là, on a des partenaires, notamment INBI en validation de consommateurs, qui va, dans le fond, l'entreprise vient et on est ensemble à la même table pour penser à quelles sont les hypothèses clés en amont, au début du projet, où c'est moins risqué, et on peut faire financer ces étapes-là pour aller sonder le consommateur sur les hypothèses clés. Donc, on cherche ces hypothèses-là en réfléchissant de façon technique du potentiel technologique puis du potentiel du marché en même temps. Ces temps-ci, on fait des webinaires aussi sur le développement d'éco-conception de produits santé qu'on diffuse. Puis justement, c'est dans la même lignée, c'est qu'on essaie de comprendre en même temps, sur un même projet, c'est quoi la perception du consommateur, puis comment on peut y répondre de façon technique. Fait que ça, c'est en le faisant d'un même projet, d'un même organisme, puis avec des partenaires, les bons partenaires, on est capable de répondre aux besoins de ce consommateur, de valider ça. Fait qu'il existe des options moins coûteuses pour valider les hypothèses clés en début de développement. Il faut juste... ils sont méconnus, c'est simplement ça, et on peut vous aider. C'est super intéressant, merci. Donc, accessible à toute taille d'entreprise. Pour finir le panel, j'ai une petite question pour vous deux. Selon vous, c'est quoi le rôle du CDBQ, de la communauté scientifique face à l'innovation, puis surtout le lien avec les industries agroalimentaires?
Ben, je peux commencer avec l'université dans un bout du spectre. C'est certain qu'on aura toujours un rôle de développement des connaissances qui est essentiel, puis c'est la base à toute nouvelle idée qui va maturer vers des innovations technologiques. Je pense que, tu sais, comme on l'a dit, Vincent et moi, l'idée, c'est de se développer, de s'entourer pour assurer le développement de ces idées-là jusqu'au bout. C'est peut-être le futur un peu de la recherche, c'est de s'entourer comme ça dans des collaborations. C'est ce qu'on essaie de faire un peu justement avec le CDBQ. On a des structures à l'interne qui nous aident puis qui permettent ça, qui facilitent de pousser ces idées-là. Mais il y a quand même des structures qui existent, qui ont un mandat clair et qui peuvent faire leur bout de chemin. En travaillant ensemble, je pense qu'on vient d'assurer une certaine fluidité vers tout ça. Ouais, puis je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle du transfert de connaissances aussi, là, parce que c'est bien beau avoir la nouvelle connaissance, mais il faut aussi s'assurer de la transmettre. Je vais te laisser le mot de la fin du panel. Très rapidement, en fait, je pense que notre rôle en transfert technologique est bien assis, mais je vois dans le futur que notre rôle, c'est de se rapprocher aussi d'où émergent les principales connaissances, dont l'université. C'est important de cultiver ces liens-là. C'est des choses qu'on peut oublier dans notre day-to-day life. Encore là, nous, on répond aux clients, aux consommateurs, aux entreprises, mais il ne faut pas oublier nos commettants puis nos partenaires là-dedans. Puis je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre pour le bénéfice de tous. Bien, merci. Merci. Merci à nos panélistes. Merci, Émilie, qui a fait avec dynamisme des questions. Merci pour ta grande générosité, Vincent, pour avoir répondu et avoir donné beaucoup d'informations. Puis la bonne question de Harry, je pense qu'il a bien répondu. Puis Simon, tu étais toujours sur la coche. Donc, merci beaucoup pour vos participations. Vous allez pouvoir contacter, dans le cadre de la cellule d'innovation, entre la faculté et le CDBQ, soit Vincent comme directeur scientifique ou comme Xavier Desmeux, qui est notre responsable des partenariats et de la formation continue. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins, des défis, des projets, autant comme entreprise, comme organisation, partenaires, chercheurs, étudiants dans le domaine bioalimentaire, contactez-les. Donc, on va vous envoyer des courriels aussi, puis vous ayez accès à leurs coordonnées. Et on est très, très content de pouvoir participer à ce processus d'innovation. Donc, je fais un peu des annonces pour nos prochaines activités. Et notre prochaine est assez spécialisée, mais de très grand intérêt. On travaille depuis plusieurs mois dessus. C'est la discussion sur les stratégies d'internationalisation de la recherche en agriculture et en alimentation. Donc, on a jusqu'à présent une quarantaine de participants, mais si on se fie un peu sur notre modèle du mois de novembre, la moitié viennent d'Afrique francophone, une autre partie de la France, puis une partie du Québec et du Canada. Donc, vous êtes invités, si ça vous intéresse, de traiter du sujet de l'internationalisation. On a aussi, je vois qu'une de nos participantes a quitté, mais avec la Cité de l'innovation agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, notre prochaine midi-conférence, c'est sur les parcours inspirants dans le domaine bioalimentaire, un peu dans le style de l'émission Zénith. Donc, ça va y avoir des générations vont parler le 21 mars de leur parcours, donc de midi à 13h30. Et enfin, le 17 avril, on a une formation qui s'appelle Actualiser mon potentiel de leadership dans le secteur agroalimentaire. Donc ça, c'est le 17 avril en avant-midi. Donc, je termine en espérant que toutes ces conférences et ce panel ont contribué à stimuler votre innovation, à vous sensibiliser à l'agilité dans le secteur alimentaire, afin qu'on puisse nourrir un monde vivant. Et donc, je remercie sincèrement tous les participantes et participants dans la salle et en ligne aussi. Donc, merci. Merci encore une fois aux conférenciers et conférencières. Vous avez partagé votre passion. Bien, bonne journée. Merci.